Bonjour, suite du dossier sur Kwaidan avec une quatrième partie consacrée précisément à la biographie, on va dire, du réalisateur Kobayashi Masaki. Kobayashi Masaki, 1916-1996, figure parmi les plus illustres réalisateurs japonais, notamment durant l'âge d'or des années 50, puis surtout dans les années 60, même s'il est presque inévitablement relégué à un rang bien inférieur par rapport au triumvirat toujours répété des grands cinéastes nippons, Kurosawa Akira, 1910-1998, Mizoguchi Kanji, 1898-1956, et Ozu Yasujiro, 1903-1963. Il avait en son temps reçu de très nombreuses récompenses au Japon comme à l'étranger, car il avait pu en partie s'exporter. Toutefois, la stylisation extrême dont il était coutumier a pu aussi bien susciter l'admiration que lui attirer des inimitiés des critiques. Ces films, souvent âpres, contribuent aussi à asseoir une réputation de cinéaste politique, sans être engagé à proprement parler, mais qui dénonce avec colère et virulence les hypocrisies de la société japonaise, dans une optique libérale et anti-autoritaire, farouchement pacifiste. Stephen Prince, toutefois, avance que le cinéma de Kobayashi Masaki, s'il est assurément tout cela, est aussi et peut-être avant tout spirituel, là encore sans être religieux à proprement parler. Le réalisateur en son temps est notamment célébré dans les festivals occidentaux, le public ne suit pas forcément, et tout particulièrement à Cannes, où il remporte le prix spécial du jury pour Harakiri, Seppuku, en 1963, puis en 1965, pour son film suivant qui n'est autre que Kaidan. Cela a pu lui attirer quelques suspicions au Japon, où l'on dénigrait parfois ce genre de distinction comme témoignant de ce que tel film avait été conçu spécialement pour le public occidental. Un cas célèbre est La Porte de l'Enfer, Jigokumon, de Kinugasa Tainosuke, Palme d'Or à Cannes en 1954. Kobayashi Masaki n'est certes pas le seul réalisateur à en avoir fait très injustement les frais. Kurosawa Akira, d'abord honoré pour avoir permis au cinéma japonais de s'exporter à partir de la Shoumon, a été très sévèrement critiqué à cet égard pendant une longue période, ce qui lui a justement imposé de recourir à des financements étrangers pour tourner, avant de bénéficier enfin d'une réhabilitation tardive. Cependant, concernant Kobayashi Masaki, cette capacité à s'exporter doit de toute façon être relativisée, d'autant qu'elle comporte un biais de représentation très significatif. En Europe comme en Amérique, longtemps, le cinéaste a surtout été connu pour trois films successifs datant des années 1960, qui sont Harakiri 1962, Koidan 1964 et Rebellion, Joy Uchi Hario Tsumashimatsu 1967. Or, ces trois films sont des jidaigeki. On en a donc conclu que Kobayashi Masaki était un réalisateur privilégiant ce registre. Rien de plus faux. Sur les 21 titres que compte la filmographie de Kobayashi Masaki, 4 seulement sont des jidaigeki. C'était bien davantage, incomparablement même, un cinéaste du contemporain. Ce biais est une illustration parlante du phénomène mentionné précédemment, selon lequel les spectateurs occidentaux, par goût de l'exotisme, ont longtemps ignoré les gendaigeki. Il n'en est que plus nécessaire de revenir sur la vie et l'œuvre de Kobayashi Masaki. Jeune homme, il découvre véritablement le cinéma avec la meilleure des guides, une cousine de son père, l'actrice Tanaka Kinuyo, 1909-1977. C'est en effet une des plus grandes stars féminines du cinéma japonais. Remarquée dès le temps du muet, elle a débuté en 1924, elle tourne dans le premier film parlant japonais, puis enchaîne les rôles auprès des plus grands réalisateurs, parmi lesquels Gosho Einosuke, Ozu Yasujiro, Kinoshita Keisuke, Naruse Mikio, Ichikawa Kon et peut-être surtout Mizoguchi Kenji qui l'a fait tourner à 15 reprises, son rôle le plus célèbre sous sa direction étant probablement celui d'Oharu dans La vie d'Oharu, femme galante, Saikaku Ichida Yonna, 1952. Elle transmet à Kobayashi Masaki le goût du cinéma et a probablement joué un rôle déterminant dans son orientation professionnelle, outre qu'elle a pu lui faciliter la tâche quand il s'est agi d'intégrer un studio, la Shochiku en l'espèce, pour entamer une carrière de cinéaste. Avant cela, toutefois, Kobayashi Masaki se lance dans des études supérieures à l'université de Waseda, à Tokyo. Là, il fait une rencontre déterminante avec un homme qu'il dira toujours avoir été son mentor, Aizu Yaichi, 1881-1956, poète, calligraphe, diplômé en littérature anglaise et surtout historien de l'art. Ainsi que nous l'avons mentionné, cet éminent professeur avait été parmi les étudiants de l'Afkadio Hearn dans cette même université de Waseda, lequel lui avait donné le goût des lettres anglaises, il a fait une thèse sur John Keats, mais aussi de la culture de la Grèce antique, dont l'étude approfondie de l'art l'a ensuite ramené à l'art japonais, et au premier chef à l'art bouddhique, la statuaire notamment des époques d'Asuka, Asuka Jidai, et de Nara, Nara Jidai.
Au contact d'Aizu Yaichi, le jeune Kobayashi Masaki hérite de cette passion et poursuit ses études en histoire de l'art. Il est alors quelque peu indécis quant à son avenir. Tandis qu'il fait son entrée à la Shochiku, entamant timidement sa carrière de cinéaste, il rédige en même temps une thèse consacrée à la statuaire bouddhique de Nara, thèse qui disparaîtra dans les bombardements de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Car survient la guerre qui constituera pour Kobayashi Masaki un véritable traumatisme. Il y reviendra sans cesse tout au long de sa carrière. D'inclination libérale et d'ores et déjà un pacifiste convaincu, il est incorporé en 1942 et n'a d'autre choix que de se taire et de subir. Il est tout d'abord envoyé en Mandchourie dans l'armée du Kwantung, Kanto-gun, où il constate les exactions commises par l'armée impériale contre les Chinois, bien loin du discours propagandiste prétendant que le Japon libérait avec leur bénédiction les populations asiatiques de l'oppression impérialiste occidentale. Mais il y subit aussi les brimades incessantes qui font le quotidien des soldats de l'armée impériale. Il tient alors un poignant journal intime riche de précieux témoignages. En 1944, tandis que l'inéluctabilité de la défaite devient toujours plus palpable, il est déployé sur un autre front, dans les Ryukyu, en préparation de la bataille d'Okinawa. Puis il est fait prisonnier de guerre par les Américains et sera détenu à Okinawa même jusqu'en novembre 1946. La guerre a tout changé, pour le Japon et pour Kobayashi Masaki lui-même, qui en revient aigri, furieux même, à l'encontre des mensonges et des crimes de l'armée impériale. Mais la situation du Japon occupé par les Américains accroît encore cette colère. Il est plus que jamais pacifiste et anti-autoritaire, son œuvre à venir ne cessera d'en témoigner. Sitôt libéré, Kobayashi Masaki n'envisage plus de revenir sur ses études artistiques. Par ailleurs, il ne revoit plus Aizu Yaichi après la guerre, même quand le professeur lui écrit en 1952 pour le féliciter à l'occasion de la réalisation de son premier film en tant que metteur en scène. Son mentor meurt en 1956 et le réalisateur par la suite exprimera souvent ses regrets, ses remords même, de ne pas avoir à nouveau cherché à le rencontrer une fois rentré d'Okinawa. Il réintègre la Shochiku, mais son aigreur persiste. Du fait de ses longues études, puis de son incorporation dans l'armée impériale, puis de sa détention dans un camp de prisonniers de guerre, quand Kobayashi Masaki entame véritablement sa carrière de cinéaste en 1946, il a 30 ans, un âge relativement avancé par rapport à ses collègues. Parmi les cinéastes de sa génération, nombreux sont les réalisateurs déjà installés, tandis que lui-même doit reprendre du début l'apprentissage alors inévitable dans le système des studios, consistant à être assistant réalisateur pendant plusieurs années avant de pouvoir réaliser ses propres films. C'est ainsi qu'il se met à travailler avec Kinoshita Keisuke, qui n'a que 4 ans de plus que lui, mais est déjà un réalisateur très couru, très populaire, à la filmographie conséquente, et qui s'est parfaitement adapté au moule des productions de la Shochiku. Le directeur de la compagnie, Kido Shiro, 1894-1977, prône en effet la réalisation de films familiaux et positifs, mélodrames plus ou moins sociaux, mais très innocemment, bien loin du cinéma prolétarien qui renaît après la chute du régime militariste, ou des comédies légères, ce qui n'exclut pas quelques réalisations plus hétérodoxes de temps à autre, dont Kinoshita Keisuke lui-même livrera de très convaincants exemples. En 1952, à l'âge de 36 ans, Kobayashi Masaki réalise enfin son premier film, La jeunesse du fils, Musuko no Seishun. Dans les années qui suivent, il ne cesse de tourner à un rythme très soutenu. La plupart de ses premiers films, sans être totalement impersonnels, restent tout d'abord dans la droite lignée du style Shochiku et notamment de celui de Kinoshita Keisuke, devenu au fil des travaux en commun une sorte de mentor cinématographique. Mais Kobayashi Masaki a d'autres choses à raconter, autrement plus rudes. Dès 1953, il tourne un film aux antipodes des productions familiales prisées par son studio, La pièce aux murs épais, Kabe Atsuki Heya, sur un scénario de l'écrivain Abe Kobo, 1924-1993, qui traite des soldats japonais détenus à la prison de Sugamo, Sugamo Kochisho, dans l'attente de leur procès pour crimes de guerre, ou de leur exécution. Quand le film est tourné, l'occupation américaine a cessé, mais le tabou demeure. Le patron de la Shochiku, Kido Shiro, en est d'autant plus conscient qu'il avait lui-même été inquiété par les autorités d'occupation en raison de son rôle dans l'industrie cinématographique durant la guerre. Sous un prétexte fallacieux, il retardera la sortie du film jusqu'en 1956. Jusqu'à cette date, même déçu, Kobayashi Masaki s'est tenu à carreau, mais dès lors il tourne à nouveau des films plus rugueux que les mélodrames qu'on lui imposait. Il faut mentionner notamment Rivière Noire, Kuroikawa, en 1957, qui filme traitant de la misère et de la corruption endémique à proximité des bases américaines au Japon. C'est l'occasion d'une nouvelle rencontre déterminante avec l'acteur Nakadai Tatsuya, né en 1932, qui n'avait tourné que quelques films auparavant et qui brille dans le rôle du Yakuza Joe.
Il deviendra bientôt une très grande star et jouera dans la plupart des films de Kobayashi Masaki jusqu'à la mort du réalisateur, devenant son acteur fétiche. Dans Kwaidan, il incarne le bûcheron Minokichi dans l'épisode La femme des neiges, Yuki Onna. Peu après, la carrière de Kobayashi Masaki prend un tournant radical coïncidant avec les débuts d'une émancipation par rapport à la Shochiku au travers d'un film proprement pharaonique, La condition de l'homme, Ningen no Joken, l'adaptation d'un roman fleuve de Gomikawa Junpei, 1916-1995, dans lequel l'écrivain racontait son expérience dans l'armée impériale en Mandchourie. Là-bas, il avait vécu exactement les mêmes choses que Kobayashi Masaki lui-même. Le cinéaste y a ainsi trouvé l'occasion d'un film qui serait en même temps une catharsis. Il en est résulté un monstre cinématographique de près de 9h30. À mains égards, La condition de l'homme constitue un film unique et il a été diffusé au Japon, dans certaines salles du moins, sous cette forme, ininterrompue. Son exploitation commerciale cependant a généralement pris la forme d'une trilogie entre 1959 et 1961, chaque film faisant tout de même plus de 3 heures. Ce film très éprouvant, impitoyable dans la dénonciation des exactions de l'armée japonaise, rencontre le succès. L'époque autorisait enfin ce genre de retour sans concession. En 1962, nouveau tournant. Kobayashi Masaki, qui jusqu'alors n'avait tourné que des Gandaigeki, décide de tourner un Jidaigeki, mais porté par un même esprit critique, très virulent, subversif dans un sens de ce qu'était encore bien trop souvent le genre historique. Sur la base d'un scénario extrêmement habile de Hashimoto Shinobu, né en 1918, Harakiri est un réquisitoire impitoyable contre les hypocrisies du Bushido et l'imposture qu'est au fond la révérence pour ce passé idéalisé, assimilé aux manœuvres morbides des militaristes qui ont entraîné le Japon dans la guerre et la destruction. Nakadai Tatsuya s'y montre particulièrement brillant dans le rôle du Ronin Tsugumo Hanshiro, qui lui attire la célébrité, y compris à l'étranger où le film est applaudi. Mais il bénéficie aussi d'une nouvelle approche de la réalisation chez Kobayashi Masaki. Le Jidaigeki lui offre l'occasion d'une stylisation inédite dans ses précédents films, déjà très stylisés cela dit. Le film est parcouru d'une préoccupation esthétique de tous les instants et les effets techniques coutumiers du réalisateur sont déjà tous là, constituant une grammaire personnelle, caractéristique désormais de ses films. La caméra placée en hauteur, les angles obliques qui aplatissent les dimensions et induisent le malaise, les mouvements de pivot qui déstabilisent soigneusement l'image, etc. Mais il ne s'agit pas que de visuel, car débute alors une collaboration extrêmement fructueuse entre Kobayashi Masaki et le grand compositeur Takemitsu Toru, 1930-1996, qui, comme Nakadai Tatsuya, sera dès lors de tous les films du réalisateur ou presque. Takemitsu et Kobayashi meurent tous deux à quelques mois d'écart. L'importance du travail de Takemitsu Toru, notamment dans le Kwaidan, est telle qu'il vaut mieux ne pas s'y attarder ici, une section entière y sera consacrée en fin de dossier. Mais nous en arrivons justement à Kwaidan, 1964. Ce n'est bien sûr pas le lieu d'analyser le film, mais il faut cependant dire quelques mots des circonstances du tournage, car elles s'avéreront cruciales. Ce film comptait énormément pour Kobayashi Masaki, qui y voyait l'occasion de rendre un hommage à son mentor Aizo Yaichi et aux arts japonais anciens qu'ils aimaient tant tous les deux. L'usage de la couleur, une première pour le réalisateur, l'incitait davantage encore à la stylisation, plus que jamais, pour en dériver un film qui serait avant tout un objet esthétique, sans la moindre prétention au réalisme, bien au contraire. Tourné entièrement en studio, ou plus exactement dans un immense hangar d'aviation désaffecté de Kyoto, le film pose d'emblée un énorme problème de financement. Le cinéma japonais est en crise depuis le début des années 60, notamment en raison de la démocratisation de la télévision, et le système des studios s'effondre, en dépit de quelques tentatives plus ou moins désespérées de relancer la machine. La Shochiku, qui avait formé Kobayashi Masaki, joue ainsi de la carte de la nouvelle vague, avec notamment le jeune Oshima Nagisa, 1932-2013, et dans d'autres studios, d'autres cinéastes frondeurs font parler d'eux comme Imamura Shohei, 1926-2006, à la Nikatsu. Mais rien n'y fait. Des réalisateurs davantage installés comme Kurosawa Akira en font bientôt les frais et Kobayashi Masaki n'y échappe pas davantage. Le tournage de Kwaidan, qui doit être exploité par la Toho, débute sans que suffisamment de fonds y ait été alloués et le réalisateur est amené à filmer en flux tendu en injectant sans cesse de son propre argent pour pouvoir continuer à tourner. Il est même amené à vendre sa maison. Pourtant, le film sort et le succès critique est là au Japon comme à l'étranger, où le public se montre éventuellement plus rétif. Et les studios déjà frileux n'en acquièrent que davantage la conviction que Kobayashi Masaki n'est pas fiable au plan financier et que lui confier un budget serait bien trop dangereux. La carrière du réalisateur en est irrémédiablement affectée. Il est désormais un cinéaste indépendant, mais au sens où il doit naviguer entre les projets et les compagnies,
Et quand il parvient à se lancer dans un film, sa position précaire en matière de financement ne lui permet plus de prétendre à la liberté dont il avait bénéficié depuis la condition de l'homme. Il en fait l'expérience dès son film suivant, Rébellion, 1967. Le film est à nouveau scénarisé par Hashimoto Shinobu, et il y reste quelque chose de la volonté subversive de Harakiri, mais sur un mode tout de même bien atténué. C'est que le film est tout à la gloire de son acteur principal, qui est en même temps son producteur, Mifune Toshiro, 1920-1997, le célèbre acteur qui avait si souvent brillé notamment chez Kurosawa Akira. Le réalisateur dans ces conditions ne peut qu'obtempérer aux demandes de la star, très soucieuse de son image, et le film n'en prend que davantage les atours d'un jidaigeki bien autrement classique et pondéré que Harakiri. Mais le film sort et rencontre un certain succès tant critique que commercial. Kobayashi Masaki en garde un goût amer en bouche, d'autant que ce film, largement de commande, semble plaire davantage que d'autres dans lesquels il s'était bien autrement investi. Son relatif succès n'arrange pourtant pas les affaires du réalisateur qui doit à nouveau errer entre les compagnies. Impossible dans ces conditions de tourner en continu, de plus en plus de temps s'étale entre deux films. Les difficultés toujours plus marquées pour trouver des financements rapprochent certains réalisateurs. En 1969, Kobayashi Masaki s'associe ainsi avec trois des plus illustres de ses collègues, Kurosawa Akira, Ichikawa Kon et son ancien mentor Kinoshita Keisuke, et ils forment ensemble la Yonki no Kai, ou Club des Quatre Cavaliers, association supposée permettre le financement de leurs divers projets. Mais dès l'année suivante, Dodeskaden, de Kurosawa Akira, est un terrible échec commercial qui met fin prématurément à l'aventure, même si le nom demeure. Kobayashi Masaki, comme beaucoup de réalisateurs alors, est progressivement amené à se tourner vers la télévision. C'est finalement par ce biais qu'il tournera les films les plus intéressants de la dernière partie de sa carrière. Ainsi tout d'abord de Les Fossiles, Kaseki, 1975, un très long film à nouveau, 200 minutes, d'après un roman de Inoue Yasushi. Ce film est surtout l'occasion pour Kobayashi Masaki de poursuivre son travail sur l'art. Cependant, cette fois, il s'agit surtout de l'art occidental, puisque le film a été tourné pour une bonne part en extérieur, en Europe, plus précisément en France et en Espagne, et parfois dans des monuments et des musées. Le film est bien accueilli par la critique et constitue un succès. Durant cette dernière partie de la carrière du réalisateur, c'est cependant un autre film qui suscite le plus d'écho, un documentaire cette fois, toujours produit par la télévision, Le procès de Tokyo, Tokyo Saiban, 1983. Kobayashi Masaki a fouillé à cette occasion dans des centaines d'heures d'archives filmées, dont certaines qui venaient à peine d'être rendues accessibles au public par les gouvernements américains et japonais, pour en faire un film très long, encore une fois, 277 minutes, et qui, derrière le procès des dirigeants japonais pour crimes contre la paix, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, envisage tous les événements politiques et militaires impliquant le Japon depuis l'invasion de la Mandchourie jusqu'à la bombe atomique, en osant aussi parfois quelques mises en relation avec l'histoire plus récente et notamment la guerre du Vietnam. Kobayashi Masaki revient ainsi plus frontalement que jamais au thème de la guerre, plus de 20 ans après la pièce aux murs épais et la condition de l'homme, et en dérive un plaidoyer vibrant pour le pacifisme. Après 1985, Kobayashi Masaki ne tourne plus. En 1996, pourtant, à la veille de sa mort, il conçoit, avec le soutien et l'assistance de ses proches, et notamment Nakadai Tatsuya, un dernier film qui lui tient particulièrement à cœur, même si, malade, il n'est pas en état de le filmer lui-même. Aizuyaichi no Sekai, Nara no Hotoketachi. Il voulait rendre un ultime hommage à son mentor Aizuyaichi, décédé 40 ans plus tôt sans avoir revu son disciple, le réalisateur, à son retour d'Okinawa. L'hommage tout naturellement porte aussi sur les temples bouddhiques de Nara et leurs statuaires qui les passionnaient tant tous les deux. C'est à nouveau un documentaire mais qui contient cette fois quelques scènes de fiction, entre guillemets, dans lesquelles Aizuyaichi lui-même est incarné par le fidèle ami Nakadai Tatsuya. À la veille de sa mort, le cinéaste paie ainsi tribut à son vieux maître et met une dernière fois en scène sa passion pour tous les arts dans une atmosphère de spiritualité apaisée et sereine. Kobayashi Masaki meurt d'un arrêt cardiaque le 4 octobre 1996 à Tokyo. La suite au prochain épisode.